La petite ville de Cluny, en plein cœur de la Bourgogne, abrite un secret. Il y avait ici une église gigantesque, dont les vestiges visibles aujourd'hui ne représentent qu'à peine 1/10 du monument d'origine. À l'époque, elle était la plus grande abbaye jamais construite dans le monde. Des piliers qui s'élevaient à plus de 30 mètres de hauteur. Une nef de 187 mètres de long, 60 de plus que celle de Notre-Dame de Paris. 300 fenêtres qui illuminaient l'édifice. On l'avait baptisée la Maior Ecclesia, en latin, l'église la plus grande. C'est une prouesse technique absolument incroyable. Ils sont arrivés à construire quelque chose de surdimensionné pour l'époque. Construite au XIe siècle, en moins de 70 ans par des moines bâtisseurs, elle restera pendant 5 siècles la plus vaste église de la chrétienté occidentale, défiant toutes les architectures de l'époque et se posant comme une seconde Rome. Ils veulent ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus lumineux. Mais après la Révolution française, cette abbaye de tous les superlatifs est abandonnée, détruite et vendue pierre par pierre. La notion d'abbaye avait complètement été oubliée sur le site. Depuis près d'un siècle, archéologues et historiens se sont mis à la recherche des traces que l'abbaye a laissées dans les murs de la ville et ont découvert que la construction de cette église a relevé d'une maîtrise des techniques hors normes. On cherche vraiment à faire des fondations très solides, très profondes, pour pouvoir supporter le poids de toute la construction. On va utiliser l'arc brisé, qui va permettre de mieux répartir les forces. Comment les moines ont-ils réussi à construire une abbaye aussi haute il y a près de 1000 ans? Où ont-ils trouvé les matériaux pour bâtir l'édifice? Quelles techniques ont été utilisées pour transporter les parties les plus lourdes du chantier? Grâce aux meilleurs experts de l'abbaye de Cluny et à une reconstitution intégrale du monument en images de synthèse, fruit de 20 années de travail acharné, vous allez découvrir la Maior Ecclesia telle qu'elle était au XIe siècle et comprendre tous les secrets de sa conception. On a des gens qui ont une réflexion de fond, une conceptualisation qui est exceptionnelle. C'est tout un jeu d'équilibre absolument parfait, complètement extraordinaire. À travers les vestiges du passé, c'est un chef-d'œuvre d'architecture unique qui renaît en plein cœur de la Bourgogne. La grande abbaye de Cluny, la seconde Rome. C'est en plein cœur de la Bourgogne, dans le sud-est de la France, dans une vallée isolée que se trouvait l'abbaye de Cluny. Dans les murs de la cité religieuse disparue, s'élevait jadis la plus grande abbatiale jamais construite au Moyen-Âge. Détruite à plus de 90% après la Révolution française, il ne reste que quelques vestiges avalés par la ville qui s'est développée au cours des siècles. Comment retrouver les dimensions de cette église? À quoi ressemblait-elle? Aujourd'hui, seul reste le grand transept sud avec sa tour octogonale, dernier vestige qui prouve la taille colossale de l'édifice. Comme il ne reste que cette partie-là, on oublie à quel point Cluny est gigantesque. Ce transept est 2 fois plus grand qu'une église classique de l'époque. C'est déjà énorme, et c'est juste un bout d'un des transepts. Les dimensions de la tour sont du jamais vu pour une construction du Moyen-Âge. Elle culmine à plus de 60 mètres de hauteur, dominant la vallée. Et les voûtes intérieures montent jusqu'à 30 mètres. Cette tour a éveillé la curiosité des historiens pour retrouver les plans de l'abbatiale disparue. Il n'en existe qu'un seul, précieusement conservé. Il date de 1700 et fut réalisé par un anonyme. La précision des dessins en fait la seule trace de ce qu'était cette église hors norme. C'est le plus ancien plan de l'abbaye, le plus ancien témoin de l'existence d'une abbaye à Cluny. C'est un monastère énorme, énorme. Pour vous donner une idée,
On estime en gros que de la fin du XIe au XIIe siècle, il y avait à peu près 300 moines. Pendant ces plus belles périodes, le Mont-Saint-Michel n'a cumulé que 80 moines. Donc c'est vraiment une abbaye colossale. Cette abbaye est une véritable cité qui s'étale sur 15 hectares, presque la moitié du Vatican d'aujourd'hui. Et les bâtiments sont surdimensionnés pour l'époque. Certains sont encore visibles dans la ville, comme le Farinier ou l'hôtellerie. Mais le point culminant qui intrigue les chercheurs sur cette carte, c'est la taille de l'abbatiale au centre. Quand on regarde l'échelle de la grande église abbatiale, qui est colossale, elle fait 187 mètres de long, pour bien fixer son importance au point de vue de son plan, cela représente 60 mètres de plus en longueur que Notre-Dame de Paris. L'église se révèle plus grande que Notre-Dame de Paris, plus grande que Saint-Pierre de Rome, que la cathédrale de Chartres, que la basilique Saint-Denis. Elle défie dans ses dimensions toute église existante au Moyen-Âge. Sa longueur inégalée est parcourue de doubles bas-côtés, de 11 travées, 2 transepts, un petit et un grand d'une largeur de 75 mètres, un chœur, puis une abside composée de multitudes d'absidioles, des chapelles rayonnantes. Pour comprendre l'importance de cette église colossale, il faut repartir dans l'histoire de sa création, qui débute par un atout de taille. L'implantation sur le site même est liée à une donation qui est faite en 910 par le duc d'Aquitaine. Il donne un terrain, une ancienne villa à une poignée de moines, mais il a la particularité de placer directement cette communauté sous la responsabilité directe de Rome. Cluny était directement rattaché à la papauté, à Rome. C'est pour cela qu'il se considérait, dans un sens, comme une seconde Rome. Son rattachement direct à Rome lui confère une place privilégiée. Mais l'abbaye va prendre plus d'ampleur quelques années après sa création, grâce à un événement. Ils vont apporter à Cluny des reliques. D'abord de Saint-Pierre et de Saint-Paul, et puis ensuite des reliques en nombre tel que Cluny va concurrencer Saint-Pierre de Rome, et va donner lieu comme ça aussi à une vénération des reliques très importantes. On peut venir vénérer les reliques de Saint-Pierre, au moins prier autour de l'abbaye. C'est un petit peu comme si on faisait un pèlerinage à Rome. J'exagère un petit peu, mais à peine. Voilà. Donc il y a un lien qui est très fort, effectivement, avec Rome. La première église, appelée Cluny, devient vite trop petite. Les moines construisent ce que l'on appelle Cluny II, un peu plus grande, mais 20 ans plus tard, une fois de plus, cette église est trop étroite. Ils vont donc construire Cluny III, la Maior Ecclesia, l'église la plus grande. L'idée, c'était de construire une église qui pouvait peut-être accueillir jusqu'à 1000 moines, enfin, qui était capable d'accueillir un nombre très important de moines, qui étaient soit bien sûr sur place, soit, on va dire, de passage. Il faut absolument quelque chose de plus imposant, qui soit vraiment à l'image de cette seconde Rome. Ils veulent ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus lumineux, pour manifester à la fois donc leur foi en Dieu, mais également évidemment montrer sa force, montrer sa puissance, montrer que les grands, qu'il s'agisse des empereurs, qu'il s'agisse du pape également, doivent faire avec Cluny. Rome, à un moment donné, ne peut pas faire sans l'abbé de Cluny. L'abbé de Cluny est un personnage qui compte dans l'Europe médiévale du 12e siècle. L'abbé Hugues de Saumur lance alors le chantier de Cluny III, la Maior Ecclesia, en 1080. L'objectif, construire la plus grande église jamais réalisée. Mais dès le début, les moines sont confrontés à un problème, le lieu. Comment construire une immense église dans un site aussi exigu, à la confluence de 2 rivières et sur la pente abrupte d'une vallée? Le site de Cluny, c'est pas un site extraordinaire pour la construction, en fait. C'est une cuvette très inondable. À l'est, il y a la Garonne. Et il y a eu beaucoup d'inondations qui a rapporté des limons. Et on était dans un sol très instable.
jusqu'à ce niveau, d'ailleurs où nous sommes, ici, où là on retrouve le terrain naturel. Le chœur de l'église doit faire face à l'est en direction de Jérusalem. Les moines vont devoir donc terrasser le flanc de la colline pour obtenir un socle en retirant des milliers de mètres cubes de terre. Évidemment, ce sont des travaux de terrassement tout à fait considérables. Ils vont jouer un petit peu de difficulté puisqu'ils vont venir donc perpendiculairement à la pente de la colline et par conséquent, ils vont être contraints de réaliser un certain nombre de travaux pour essayer d'obtenir donc un terrassement. On a des couches de terrain qui sont pas très homogènes et puis les parties orientales sont quand même assez humides. Donc on va créer des fondations extrêmement puissantes. Pour construire haut, il faut de bonnes fondations. Et ça, les moines clunisiens l'ont bien compris. La chapelle Jean de Bourbon, à l'extrême sud-est de l'abbatiale, a été remaniée au XVIe siècle. Des fouilles sont en cours pour retrouver les anciennes fondations de l'abbaye. Elles sont dirigées par Fabrice Henrion, archéologue au Centre d'études médiévales. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que là, on est en fondation. Ce sont des maçonneries extrêmement bien faites, extrêmement bien construites, et pourtant, elles n'étaient pas visibles, elles étaient dans la terre, elles étaient enfouies dans les tranchées de fondation. Donc c'est une construction de très grande qualité. Les pierres en calcaire sont parfaitement découpées, d'une épaisseur entre 6 à 18 cm. Elles sont reliées entre elles par du mortier. Les fondations sont profondes parce que les constructeurs vont rechercher un sol dur pour pouvoir se poser dessus. Là, on cherche vraiment à faire des fondations importantes, très solides, très profondes, pour pouvoir supporter le poids de toute la construction. La profondeur des fondations va donc suivre la pente de la vallée pour atteindre la roche dure, parfois jusqu'à 4 mètres. Elles vont être aussi extrêmement épaisses. Sur la partie occidentale du transept, le mur de fondation fait 5 mètres de largeur. Dès le départ, les fondations sont colossales, énormes et extrêmement profondes. Pourtant, elles se trouvent dans un site sur lequel il n'est pas évident de bâtir. Ils ont donc dû vouloir construire très haut dès le départ. Vous ne construisez pas des fondations aussi gigantesques si vous avez l'intention de faire une petite église. Pour stabiliser les fondations, les moines sont allés encore plus loin. Chaque mur et chaque base de piliers sont reliés par des maçonneries de 3,5 mètres d'épaisseur. Toutes les structures sont donc solidement ancrées l'une à l'autre. Ces murs vont être réunis, y compris sous les voûtes. C'est-à-dire que d'un mur à l'autre ou d'un pilier à l'autre, vous avez des fondations qui se suivent. Donc c'est ce qu'on appelle un radier, c'est-à-dire une sorte de véritablement quadrillage. Avec ce quadrillage qui stabilise le sol, il y a une façon de rassembler les points d'appui que sont ces piliers. Une fois que c'est fait, on peut monter ce qu'on veut comme mur. Si le sol bouge, c'est l'ensemble qui bouge. Et ça évite toute fracture. Donc c'est là où ils sont. Il y a quand même un génie de la construction. Les ingénieurs de l'École nationale des arts et métiers ont fait donc une simulation, hein, et on s'aperçoit très bien que ces fondations, elles servent énormément. C'est-à-dire s'il n'y a pas ces fondations, ça ne tient pas. Le monument ne tient pas. Au début du XXe siècle, un archéologue s'était lui aussi intéressé aux fondations de l'église disparue. Un Américain, Kenneth John Conant. Il a changé le destin de l'abbaye. Quand Conant est arrivé, tout avait été rasé. Il n'y avait pas de traces de fondation ou quoi que ce soit dans ce genre. La seule chose qui avait survécu était le grand transept et la chapelle Jean de Bourbon, ce petit groupe de bâtiments. Mais à part ça, il n'y avait rien de visible. Le site a complètement absorbé les lieux. C'est un petit peu comme dans les temples khmers où la végétation envahit le temple. À Cluny, c'est la ville, entre guillemets, qui a envahi l'abbaye et qui ne la rend plus lisible. La notion d'abbaye avait complètement été oubliée sur le site.
Donc il s'est attelé pendant une quarantaine d'années à retrouver non seulement le plan, mais à recomposer les volumes disparus de cet édifice exceptionnel. En s'aidant de rares dessins d'artistes réalisés au XVIIIe siècle et montrant l'abbaye et son église, Kenneth John Conant n'a qu'une obsession, retrouver les dimensions exactes de l'édifice. Pour cela, il analyse les fondations, leurs épaisseurs et leur composition, pour aboutir enfin à des centaines de plans qui dévoilent l'abbaye en volume pour la première fois. Conant est effectivement le redécouvreur de l'abbaye de Cluny. C'est le premier à avoir proposé des reconstitutions de l'église abbatiale dans toute sa splendeur d'origine et ultérieure. Grâce à ses recherches, Conant découvre toute la taille de l'édifice. La nef de l'église est composée d'une double travée, ponctuée de 80 piliers monumentaux. D'un transept, lui-même suivi d'un plus petit. Enfin, il y a le chœur, avec 10 piliers qui forment un déambulatoire. Un triple étage de fenêtres baigne de lumière l'église. Et les voûtes s'élèvent sur 30 mètres. Au XIe siècle, aucune église n'égale ses hauteurs et ses dimensions. C'est la plus grande, la plus haute et la plus lumineuse. Mais comment les moines ont-ils réussi à réaliser une telle œuvre avec les techniques du Moyen-Âge? Au Xe siècle, nous sommes dans l'âge d'or de l'art roman. Les églises sont de taille modeste, ne dépassant pas les 20 mètres. Des murs épais, de petites fenêtres, bien loin de ce que souhaitent réaliser les moines. Les églises du XIe siècle, elles sont plus sombres, en général. Parce que leurs fenêtres sont percées, par exemple, dans les murs des tribunes. Les nefs sont rarement éclairées directement. Ce sont des églises un peu trapues, entre guillemets. Les moines de Cluny, eux, décident d'élever les murs, d'avoir des voûtes très très hautes, de percer leurs murs de très très nombreuses fenêtres. Les voûtes à cette époque sont réalisées en plein cintre, typique de l'art roman. C'est un demi-cercle qui supporte le poids. Le diamètre est donc égal à la largeur de la voûte. La hauteur de la voûte, quant à elle, c'est le rayon. Pour augmenter la hauteur, il faut élargir la nef. Mais plus on augmente, plus les forces mises en jeu fragilisent la construction. Pour aller plus haut, il faut trouver une solution différente de l'arc en plein cintre. Acculé, entre guillemets, par la nécessité absolue de résoudre ce problème technologique pour garantir la stabilité de l'édifice, à un moment, il y a une lumière de génie qui a dû apparaître dans le chef de chantier, chez l'un des maîtres d'œuvre du chantier, pour mettre en place les arcs brisés. L'arc brisé, c'est deux demi-cercles dont les centres sont situés aux extrémités de la voûte. Ils se croisent, et cela forme un arc brisé. La largeur n'est plus liée au diamètre, comme pour le plein cintre. Elle peut atteindre les 2/3 de la largeur de l'arc en plein cintre. Il est donc possible de monter plus haut qu'avec un plein cintre. L'arc brisé, il existe avant Cluny. On ne va pas créer l'arc brisé à Cluny, mais on va l'utiliser car on sait qu'il a des caractéristiques intéressantes. Alors, dans l'esthétique romane, tous les arcs sont systématiquement en plein cintre. À Cluny, on a hésité pour des questions de stabilité. À cette époque-là, c'est tout à fait novateur. C'est novateur parce qu'on va mieux répartir les forces sur des parties voûtées, entièrement voûtées. Avec les voûtes plein cintre, les forces sont également réparties horizontalement et verticalement. Il faut donc des murs épais pour éviter qu'ils ne s'écartent sous la pression. En brisant l'arc en deux demi-cercles,
la composante horizontale des forces appliquées est réduite et reportée sur la composante verticale. Les murs peuvent donc être moins épais et plus hauts sans risque d'écartement. À partir du moment où du coup ces murs vont pouvoir être plus généreux en élévation, on va pouvoir également plus facilement les percer pour créer des baies, donc ces ouvertures qui vont baigner de lumière l'ensemble des vaisseaux qui constituent donc la nef et les bas-côtés de Cluny 3. On voit très bien qu'en fait, derrière ce qui nous apparaît comme essentiellement des formes nouvelles, il y a avant tout des recherches technologiques, on dirait aujourd'hui, assez poussées. Mais les arcs brisés ne suffisent pas pour inonder de lumière la nef tout en conservant une stabilité à l'édifice. C'est sur ce plan de l'église que les architectes découvrent à quel point les moines clunisiens maîtrisent l'équilibre des forces. Ceci est une coupe sur la grande nef donc, de Cluny 3. Elle était composée donc d'un vaisseau central et d'un double collatéral. Les efforts sont répartis avec les volumes en échelon des collatéraux. Et toute cette suite de récupération des forces latérales va être obtenue par une stabilité des murs extérieurs avec de puissants contreforts. Voilà. Donc c'est véritablement une structure très massive, mais particulièrement bien équilibrée. On essaye de chercher là où va la poussée. On a des gens qui ont une conceptualisation qui est exceptionnelle. Et on sent qu'il y a une réflexion d'architectes et d'ingénieurs. Typique de l'art roman, les nefs centrales sont contrebutées par des collatéraux. Ici, la taille de l'édifice est telle que les moines ajoutent un troisième collatéral, maintenu par de puissants contreforts extérieurs. Les moines poussent l'art roman à ses limites. Les 3 étages de voûte en arcs brisés successifs s'élèvent à 29,50 m, 17 mètres et 10 mètres, permettant un parfait équilibrage de force. Il est alors possible de percer des rangées de fenêtres sur chaque étage. Cela représente 45% de vide par rapport au mur. Il y a plusieurs rangs de fenêtres superposées, ce qui permet évidemment de créer une luminosité inégalée à l'intérieur, qui est les prémices d'une autre spiritualité. La divinité qui inonde de sa lumière le lieu du recueillement. À cette époque-là, on n'osait pas en fait ouvrir les murs comme ça sous voûte. Surtout un édifice qui est aussi important que celui de la Mayor Ecclesia. Donc ça, c'est vraiment très important, très audacieux, qui préfigure un petit peu ce que sera plus tard l'architecture gothique. Dans l'art gothique, c'est la structure qui porte l'édifice et non l'ensemble des murs. À Cluny, les moines ont poussé la réflexion des répartitions des forces à son extrême pour pouvoir dépasser les hauteurs admises dans l'art roman jusqu'à des détails essentiels à l'équilibre. C'est le cas notamment de la position des piliers. Ce rétrécissement très subtil à chaque niveau va permettre aux retombées des voûtes d'être amenées dans le plan de l'édifice et donc offrir plus de stabilité. Et donc les efforts latéraux, obliques, sont mieux contenus dans le plan de l'édifice. L'édifice est un jeu d'équilibre entre forces appliquées verticalement et horizontalement. Contreforts, arcs, position des piliers, tout est là pour permettre aux moines de réaliser une église gigantesque. Cependant, le bâtiment peut aussi bouger en torsion. Les moines vont donc s'intéresser aux dalles qui supportent le dernier étage. On a tout un système d'agrafes qui verrouille en fait les bandeaux intérieurs, le dernier bandeau en hauteur du transept. Donc, toutes les pierres sont effectivement scellées par ces agrafes en métal. C'est des grosses agrafes qui font 50 cm sur 2 cm au carré de section. L'édifice a de telles dimensions qu'il faut prendre toutes les précautions et mettre en œuvre toutes les techniques possibles et imaginables pour obtenir sa stabilité et pour éviter les déformations.
Mais cela ne suffit pas. Les moines doutent encore de la pression exercée sur les murs par la voûte. Alors ils vont placer de grandes barres de fer tout au long de la nef. À travers tout le transept, il y avait des barres de métal qui maintenaient l'édifice. Ce sont d'énormes tirants de fer qui empêchaient les murs de tomber. S'ils l'ont fait, c'est qu'il y avait nécessité. Donc on voit bien que l'édifice appelle à ce genre de contrebutement, si vous voulez, parce que le projet est un peu audacieux quand même. Tout le monde au Moyen-Âge connaissait Cluny. Et les constructeurs des grandes cathédrales, bien entendu, connaissaient Cluny. Donc on savait quels avaient été les avantages ou les inconvénients de telle ou telle mise en œuvre. Donc l'arc brisé mis en œuvre à Cluny est repris dans les grandes cathédrales. L'utilisation du fer avec les agrafes est repris dans l'architecture gothique, etc. L'abbatiale se veut splendide, grandiose, impressionnante. La première pierre est posée le 25 octobre 1088. Les moines commencent par le bras sud du grand transept, la seule partie sauvegardée aujourd'hui. Le chantier se déplace ensuite du sud vers le nord et ensuite vers l'ouest. Sur les murs de l'église, on peut voir une multitude de trous. Ce sont les traces laissées par les échafaudages des ouvriers. On les appelle des trous de boulin. Des trous de boulin, c'est les petits trous qui sont ménagés dans le mur. Au moment de la construction, on met des boulins, c'est-à-dire des poutres, on met les plateaux, l'échafaudage, et puis on continue comme ça. Leur disposition donne des informations sur l'évolution du chantier. C'est le cas sur la partie qui a survécu à la destruction, le grand transept sud de l'abbatiale. On peut voir que la disposition des trous de boulin, qui sont alignés horizontalement sur les deux premières travées, ne le sont pas sur la troisième. Il y a un décalage de 30 à 40 cm. C'est le signe d'un arrêt de chantier. Que s'est-il passé? Si on regarde plus en détail cette troisième travée, les trois fenêtres les plus hautes ne sont pas alignées avec celles juste en dessous. Enfin, le bandeau qui souligne l'étage s'interrompt subitement et ne poursuit pas sur la troisième travée. Tous ces indices permettent de comprendre ce qu'il s'est passé sur le chantier à ce moment-là. Il y a un changement de projet. C'est-à-dire qu'on pensait dans un premier temps effectivement construire une église voûtée haute, 20 mètres, mais 20 mètres sous voûte, d'être un éclairage direct. Et à ce niveau-là de la construction, donc au milieu du transept, on décide de monter de 10 mètres de plus. Et on change de projet, ça se voit très très bien dans le transept. La première coupole est à 20 mètres, la deuxième à 30 mètres. Et normalement, la troisième aurait dû se trouver à 20 mètres de hauteur. Mais les moines décident d'aller plus haut. En plaçant cette troisième coupole à 30 mètres, ils sont obligés de décaler les fenêtres vers le nord pour laisser passer le pilier porteur. Dans leur rêve de gigantisme, la matière première est essentielle et la situation de l'abbaye est parfaite. Pour les matériaux, c'est le pied. Il y a tout ce qu'il faut sur place. Tout. Et en abondance et en qualité. Donc ça, c'est exceptionnel. On a des carrières de calcaire. Si vous cuisez le calcaire, vous obtenez la chaux, donc vous obtenez le liant pour construire. On avait le sable de la Garonne, et puis on avait en quantité de la très bonne argile pour faire les sols, les tuiles, etc. Et puis aussi, la vallée était entièrement couverte de forêts. À proximité du chantier, à moins de 3 km, il y a une multitude de carrières qui offrent des pierres à profusion. La plus éloignée se trouve à 18 km. C'est la dernière visible encore aujourd'hui. Les moines y extrayaient du calcaire blanc, appelé calcaire pisolithique. On est ici aux carrières de Lally.
C'est un des rares cas de pierre tendre de la région. On sait qu'on a extrait de la pierre pour de la sculpture. Les autres carrières sont composées de pierres dures et elles sont utilisées pour le bâti. Il y a 3 calcaires aux caractéristiques physiques différentes. Le micritique, l'olithique et l'anthroque. Il y a aussi de l'arkose, une sorte de grès. Les programmes étaient délibérément très audacieux en termes de finances et en termes techniques. Donc on a cherché la meilleure pierre possible, des grosses assises qui permettent de faire des murs riches. Les plus belles pierres sont taillées directement sur le site et placées de manière visible sur les extérieurs. Les murs sont faits avec 2 parements, c'est-à-dire deux façades plus ou moins réglées, avec des moellons de pierre taillés plus ou moins finement, ça dépend des endroits. Et puis au milieu, on a un mélange de mortier grossier avec des déchets de pierre de toutes les formes. Donc tout ça, ça donne un bloc stable, uniforme. Alors plus c'est large, plus on peut monter haut. C'est une prouesse technique absolument incroyable. Ils sont arrivés à construire quelque chose de surdimensionné pour l'époque, avec des moyens assez simples, parce que c'est vrai que les murs en moellon, c'est basique en fait. C'est comme cela qu'on construit depuis toujours, depuis l'Antiquité. Dans ces carrières, les moines vont extraire une pierre unique de 6 mètres de long, 3 mètres de hauteur et 45 cm d'épaisseur, le tympan. Il sera placé à l'entrée du grand portail pour impressionner les visiteurs. C'était un bloc quand même extraordinaire par ses dimensions, par rapport aux capacités des carrières du coin. Ensuite, il y a un déplacement et un transport qui est une prouesse technique aussi. Le principe, c'est d'être plus intelligent que fort. Pour transporter la pierre, les moines vont installer une rampe qui compense le dénivelé de la pente de la vallée sur 10 mètres. Le tympan est alors roulé sur des rondins jusqu'au grand portail. Puis il sera redressé à l'aide d'un moyen de levage, appelé un bouc, ce qui réduit le poids de la pierre par 100 en utilisant les principes des leviers de traction. La pierre de 28 tonnes est alors placée sur son assise. On va redresser cet énorme tympan à la verticale sur ses jambages. Et après, on va le sculpter. Parce qu'on ne prend pas le risque de réaliser une sculpture avant la pose avec le Christ en gloire très abondamment creusé dans la masse du tympan, puisque sur les 45 cm, on a creusé jusqu'à 40 cm pour donner la profondeur à la sculpture. Le Christ est entouré de 4 anges, dont les vestiges retrouvés sur le site montrent une qualité de sculpture jamais égalée à cette époque. Sur certaines zones du tympan, il ne reste plus que 5 cm d'épaisseur de pierre. À partir de ce moment-là, on va construire un grand portail immense. Il fait 14 mètres à la base de largeur, 20 mètres de hauteur, une arcature au-dessus pour bien terminer sa composition. Donc ce grand portail, il est conçu comme un véritable arc de triomphe. Et là, on est vraiment en relation avec l'idée de Cluny de restaurer en quelque sorte le monde antique et Rome. La qualité de la sculpture est à couper le souffle. Quand vous entrez par la porte ouest, sous le linteau, surmonté par cette sculpture, et que vous regardez tout au bout de la nef, ce que vous voyez, c'est cette gigantesque peinture du Christ en croix. Il y avait plus de 1200 chapiteaux à l'intérieur. Donc une décoration absolument gigantesque au point de vue du nombre et de la qualité de la sculpture. Et c'est des chapiteaux de grande dimension. Ils font 80 cm de large sur 80 cm de haut. C'est un édifice colossal. L'échelle de cet édifice est tout à fait remarquable. Seuls 8 chapiteaux ont été retrouvés presque intacts.
Ils ornaient les piliers du déambulatoire au niveau du chœur. Une fois de plus, la taille de la sculpture est profonde pour jouer avec l'ombre et la lumière. La majorité des chapiteaux ont des thèmes corinthisants, c'est-à-dire qu'ils sont sur le modèle des chapiteaux corinthiens. Donc il y a vraiment une référence à l'Antiquité qui est très forte. L'Antiquité, c'est les temples avec des colonnes et des chapiteaux corinthiens. Et ben, dans le cœur de Cluny 3, on va refaire cette colonnade et on va emprunter des colonnes romaines en marbre qu'on va retailler et qu'on va installer dans le pourtour du chœur. Donc avec Cluny 3, on va rêver de la Rome antique dans sa splendeur. Les moines voulaient avant tout une architecture monumentale. Les vestiges des piliers qui ponctuent la nef en témoignent, avec leurs 2 mètres de diamètre. Le choix des pierres qui les composent n'est pas le fruit du hasard. On ne met pas n'importe quelle pierre à n'importe quel endroit. Les premières bases des piliers engagés sont en calcaire micritique. Avec l'humidité, le transept ouvert, la destruction, ces pierres se sont dégradées. Et ensuite, on a un mélange d'arcose et de calcaire. Pourquoi ont-ils mis de calcaire micritique, qui est cette roche qui n'est a priori pas de bonne qualité? Eh bien, en fait, elle est intéressante, cette roche, parce qu'elle a une très bonne résistance à la compression. Or, ce qu'il y a au-dessus, c'est extrêmement lourd. Les piliers, les voûtes, la coupole, ça pèse sur les piliers. Donc, ça permettait, si vous voulez, d'enregistrer ces poussées verticales. De la même manière, lorsqu'on analyse la composition des murs du transept encore existant, chaque pierre a sa fonction. À la base, le calcaire micritique pour absorber le poids. Au milieu, du grès résistant et rigide. Et en hauteur, pour les chapiteaux, du calcaire tendre pour sculpter. Cela fait déjà 30 ans que la construction de la grande église, la Maior Ecclesia, a commencé. L'ordre clunisien est au plus fort de son pouvoir et de sa puissance. Les abbés sont en relation permanente avec les empereurs, les souverains, les grands de ce monde, la papauté. C'est un habit qui est absolument incontournable. Petit à petit va se créer ce que vous pourrez appeler un empire. On appelle ça un ordre religieux, mais il s'agit véritablement d'un empire. Aujourd'hui, pour une entreprise ou une firme, on parlerait vraiment d'empire. C'est une abbaye qui a ce qu'on appellera aujourd'hui des filiales, si je puis dire, un peu dans toute l'Europe, c'est-à-dire de l'Angleterre à l'Italie, de l'Espagne à la Pologne, et qui a un rayonnement, bien sûr, spirituel, mais aussi temporel énorme. Plus de 800 monastères sont créés et sont directement rattachés à l'abbaye. L'ordre s'appuie sur la règle de Saint-Benoît. C'est un retour vers la vie spirituelle et la prière. Et cela attire les grands de ce monde. Les abbés vont également mettre en place toute une stratégie autour du culte des morts, autour de la fête des morts, autour de la nécessité de prier pour les morts. Et ils vont donc ainsi multiplier les autels, dire de plus en plus de messes pour les âmes des défunts. Et à chaque messe, évidemment, le coffre de l'abbaye augmente d'autant. Cluny disposait à cette époque d'une vaste fortune et de riches mécènes, dont le roi Léon de Castille, qui possédait beaucoup d'or. Et chaque année, ces contributions qui provenaient du nord-ouest de l'Espagne venaient renflouer les caisses de Cluny. Et elles ont permis de lancer ce chantier si ambitieux. À Cluny, on a des moyens colossaux. C'est un édifice construit très rapidement. Peut-être trop rapidement, car en 1125, un événement va changer la structure de l'édifice. En 1125, il y aurait eu un effondrement de la voûte de la nef. Il y a certainement un petit effondrement d'une voûte, on ne sait pas où. Ça pourrait être la grande nef, ou une contre-allée, ou juste un bout de cette contre-allée, ou alors la chapelle. On ne sait pas. Évidemment, les moines sont catastrophés. Leur rêve de grandeur, leur rêve de prestige, eh bien, il est ruiné à leurs pieds. Les moines doivent revoir leur copie. Que s'est-il passé?
Comment un édifice qui a été aussi bien réfléchi peut-il être fragile? D'où vient l'erreur? Ils n'ont pas anticipé une certaine chose. C'est le fait que la nef était très longue. Donc on avait bien la même voûte sur la totalité, on avait bien les mêmes murs sur la totalité, mais on a un effet de souplesse vu la longueur. C'est-à-dire que si vous prenez un crayon qui fait 5 cm, vous essayez de le briser. C'est dur. Si vous en avez 30 cm, vous faites ça, ça claque. Alors, qu'est-ce que l'on faisait au Moyen-Âge? On surveillait constamment les voûtes. Dans les murs épais de l'abbaye, les moines ont placé des escaliers abrupts et étroits. Ils s'élèvent sur 40 mètres de hauteur. C'est ici que les moines pouvaient contrôler la structure. Peut-être ont-ils vu que les voûtes présentaient des fragilités malgré toutes leurs précautions. Ce que l'on sait, c'est qu'on a renforcé la voûte avec des murs que l'on va appeler des murs boutants pour reporter et bien stabiliser les reins de la voûte du vaisseau central. Et pour éviter d'avoir des murs très massifs qui bousculent un peu la perspective, on va les évider d'un arc. Ainsi, les arcs vont contrebalancer les forces appliquées par les voûtes sur les murs. C'est ce que l'on retrouvera plus tard dans les églises gothiques avec les arcs-boutants. Cluny 3, c'est vraiment l'édifice qui est une transition entre l'art roman classique et caractéristique que l'on connaît et l'art gothique qui va se mettre en place quelques dizaines d'années plus tard. On a pour tradition de considérer que l'art gothique s'est développé plutôt en Île-de-France et en effet, la plupart des grands monuments de cette période sont concentrés en Île-de-France. Mais vraiment la genèse des techniques qui vont permettre la floraison de l'art gothique sont développées à Cluny, donc aux environs de 1130. En 1095, le pape Innocent II vient consacrer l'église. Elle n'est pas encore complètement finie. Il faut attendre 1130 pour poser la dernière pierre. Mais à peine finie, les moines décident de construire une avant-nef de 38 mètres de long qui se finira par 2 grandes tours, appelées tours Baraban de 17,5 mètres de haut. Problème, il faut creuser à nouveau la colline pour intégrer cette extension. L'avant-nef a cherché carrément à s'enfoncer dans la colline. Donc cette topographie du site et le choix d'implantation qui est fait par les moines va conduire à l'issue du chantier au fait que l'on pénétrera dans cette église en descendant des marches et donc en s'inclinant, entre guillemets, jusqu'au Saint des Saints, donc le chœur tout à fait exceptionnel de Cluny 3. C'est à Cluny, en fait, que l'on va inventer ces fameux avant-nefs. Donc c'est un avant-corps, une anté-église qui se situe juste devant la nef, qu'on appelle Galilée parce que ça fait référence en fait à une liturgie très spécifique et une liturgie de Pâques, qui est fête pascale. Pâques fête la résurrection de Jésus. Et l'avant-nef symbolise par toute sa grandeur le passage vers la vie éternelle. L'abbatiale est enfin terminée. Elle aura surgi de terre en moins de 70 ans. Elle impose sa puissance par son gigantisme, trônant au centre de l'abbaye. Cette cité religieuse est entourée de murs d'enceinte. Ses remparts s'élèvent sur plus de 8 mètres de haut et sont composés de tours défensives et de portes. Les murailles de l'abbaye sont quand même des murailles qui ne sont pas uniquement de prestige d'ailleurs, qui peuvent être utilisées en cas d'attaque, il y en a eu. Et puis il y a la ville qui est autour de l'abbaye avec aussi les murs d'enceinte de la ville. Donc l'abbaye, c'est une petite ville dans la ville de Cluny. Et puis, quand l'abbaye s'agrandit, on va agrandir aussi ses fortifications. Et
Progressivement, en s'agrandissant, elle va amener aussi de plus en plus de monde à proximité de ce lieu. Il faut accueillir les pèlerins, il faut une hôtellerie, accueillir pas seulement des pèlerins, mais aussi les hôtes de passage. On oublie quelquefois qu'une abbaye, c'est pas simplement donc une église et un cloître et quelques bâtiments, c'est tout un ensemble, à la fois économique et culturel. Très vite, la question de l'eau va se poser. Comment alimenter une telle communauté? Les moines vont utiliser les deux rivières qui se trouvent de part et d'autre de l'abbaye, le Médasson et la Grosne. Mais pour cela, ils vont devoir faire des ajustements. C'est le Médasson, c'est un petit ruisseau qui prend ses sources à l'ouest de Cluny et qui va être canalisé sous la ville de Cluny et surtout qui va servir pour l'hydraulique du monastère et en partie de la ville. Donc c'est ce ruisseau et sa source qui vont être en fait amenés dans le monastère pour l'eau de boisson et on va la porter à la fontaine du cloître et à partir de cette fontaine, on va distribuer l'eau vers la cuisine, vers d'autres fontaines, peut-être bon, il faut de l'eau dans les bains. Les moines utilisent la gravité. La pente va de l'ouest vers l'est. Le Médasson se jette naturellement dans la Grosne. La fontaine du cloître qui va réceptionner l'eau est la plus élevée de l'abbaye. Une fois alimentée, elle va desservir les différents lieux. En utilisant la chute due au dénivelé, les moines vont augmenter la pression et faire jaillir l'eau. Mais le Médasson va aussi servir d'eau d'assainissement. Un réseau parallèle va être créé pour évacuer les eaux usées. On a des réseaux d'égouts qui font plusieurs centaines de mètres. On est obligé d'injecter de l'eau courante dans les égouts pour que la charge elle parte. Par exemple, on a des chasses d'eau en amont des latrines monastiques, qui sont de grands bâtiments longitudinaux. Et donc, en amont, se trouvent généralement des systèmes. On ouvre les vannes et les matières fécales sont envoyées plus en aval. Très vite, l'abbaye s'agrandit vers la Grosne et les moines vont donc détourner le cours de la rivière. Ils vont alors placer des bassins de rétention d'eau en amont et en aval de la rivière en construisant des barrages de 5 mètres de haut et de 370 mètres de long, capables de retenir 200 hectares d'eau. Ils créent alors un canal détourné qui longe la vallée pour irriguer toute l'abbaye. Au final, c'est l'un des réseaux hydrauliques les plus complexes du Moyen-Âge. Cluny a fait d'un réseau hydrographique naturel un réseau complètement artificiel. On n'a plus du tout d'eau naturelle qui passe dans la ville et l'abbaye. Les moines vont implanter 187 moulins tout le long de la Grosne et à l'intérieur de l'abbaye, ce qui leur rapporte des revenus colossaux. C'est une des plus grandes seigneuries du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, maîtriser l'eau, évidemment, c'est un signe, là encore, de puissance, de savoir-faire technologique. Et les moines de Cluny ne vont pas déroger à cette règle. Avec l'eau, il y a aussi, au-delà de la dimension domestique, une dimension spirituelle qui va contribuer à démontrer la richesse, évidemment, de cette abbaye. L'abbaye de Cluny va prospérer pendant 5 siècles, grâce à de puissants abbés qui vont se succéder. C'est au XVe siècle que l'abbaye décline. Au XVIe siècle, elle n'est plus rattachée à Rome et perd une grande partie de ses revenus. En 1789, c'est la Révolution française qui signera la fin de l'abbaye avec sa vente en 1798. L'église abbatiale a été vendue en lot à des marchands de matériaux, à des promoteurs, voilà, qui ont patiemment, pierre après pierre, démonté l'ensemble de cet édifice. Ils ont vu dans cette immense église, qui était un chef-d'œuvre absolu d'architecture, ils n'y ont vu qu'un tas de pierres qui allaient leur permettre d'asseoir leur fortune. La ville a grignoté une grande partie de l'abbaye sur ces terres situées tout proche du bourg. Donc il y a une imbrication actuellement entre l'urbain actuel et les bâtiments historiques de l'abbaye. On a littéralement gommé la notion d'abbaye à Cluny.
En déambulant dans la ville, on peut voir une multitude de maisons médiévales, dont certaines renferment dans leurs murs des morceaux de la grande abbatiale. On retrouve, alors soit dans les maçonneries des maisons ou bien dans les jardins des particuliers, des éléments de sculpture, un morceau de chapiteau, un morceau de portail, une statuette qui provient de cette grande église. À travers les siècles, l'abbaye s'est transformée. Un nouveau cloître a été édifié à l'emplacement de l'ancien, au XVIIIe siècle, ainsi que l'école des arts et métiers. Les jardins ont été redessinés. Mais la grande abbatiale de Cluny, dispersée dans la ville, continue de vivre. Cette prouesse architecturale dans le gigantisme rayonne toujours à travers ses vestiges. Ce qui reste en élévation, c'est vrai que c'est peu, mais suffisamment, si vous voulez, pour se faire une idée de ce qu'était l'abbaye, à partir du moment où on prend le temps de regarder et d'étudier. Cluny, c'est un site qui se mérite. On ne vous livre pas tout, comme ça, sur un plateau. Il faut chercher, et quand on vous donne la possibilité de trouver, alors là, c'est l'émerveillement. Chaque détail nous plonge dans le passé glorieux de cet ordre prestigieux. C'est grâce à la puissance des abbés qui se sont succédés et à leur ferveur que l'abbaye a pu rivaliser avec les plus grands édifices jusqu'à se comparer à Rome. En voulant créer plus grand et plus haut, ces moines bâtisseurs ont fait avancer l'architecture du Moyen-Âge. Aujourd'hui, il suffit de se laisser porter par ces lieux pour comprendre l'ampleur de ce chantier et de ses défis.